Bonjour. La présentation d'aujourd'hui se concentre sur la troisième étape du modèle d'action, recruter les ressources humaines bilingues. La première étape avait pour but de connaître la communauté francophone, ses besoins, ses priorités. La seconde visait à préparer l'organisation à offrir des services en français. C'est maintenant le temps de passer à l'action pour recruter du personnel bilingue. Le recrutement du personnel bilingue s'insère dans les processus administratifs d'une organisation, ses politiques, ses pratiques et ses façons de faire qui varient d'une place à l'autre. Euh, il est le résultat aussi d'une interaction entre l'administration, les gestionnaires et les experts des ressources humaines. Alors, comment appuyer le recrutement efficace en contexte minoritaire? Quelles sont les étapes et les bonnes pratiques du recrutement? Et finalement, les avantages de la trousse de recrutement. Le contenu de ce webinaire touche de façon plus significative le travail des professionnels du service des ressources humaines, dont une des fonctions principales est le recrutement du personnel. Pour avoir du succès, il faut comprendre les enjeux et adapter les façons de faire. En contexte minoritaire, les professionnels de santé bilingues sont essentiels pour offrir l'accessibilité linguistique en français. Mais pour trouver ces perles rares, il faut adapter les façons de faire des organisations de santé parce qu'il y a tout simplement moins de ressources bilingues que de ressources unilingues anglophones. Et si une profession est déjà en pénurie, il faut travailler un peu plus fort et surtout être stratégique et se démarquer. Mais c'est possible avec l'aide du réseau, de la communauté francophone et de ses organismes. Avant d'aller plus loin, quelques définitions. Le processus de recrutement est l'ensemble des moyens utilisés pour inciter des personnes à poser leur candidature aux postes disponibles au sein d'une organisation. Le processus de sélection est celui par lequel on choisit, parmi les candidats, celui qui répond aux critères établis. Et finalement, l'embauche est le fait d'offrir officiellement le poste aux candidats recrutés et sélectionnés. Engager du personnel bilingue est une décision administrative, mais le recrutement des candidats est confié aux spécialistes des ressources humaines. Pour y arriver, ils ont souvent recours à des approches de recrutement génériques, alors que le bassin des candidats bilingues est plus limité et qu'il faut en tenir compte dans les moyens utilisés. Il faut savoir qu'il existe une certaine tension entre les gestionnaires qui veulent des candidats qui répondent le mieux à leurs attentes et les experts des ressources humaines qui doivent tenir compte des besoins des gestionnaires, mais aussi d'une série d'exigences, les politiques et les procédures organisationnelles, les conventions collectives, les normes, les conditions de travail, les échelles salariales, tout en faisant vite pour satisfaire les gestionnaires. Alors, cette tension-là est réelle et je pense qu'il est important d'en tenir compte selon nos interlocuteurs. Il faut aussi tenir compte des enjeux syndicaux. On va souvent nous présenter cet aspect comme un obstacle ou une excuse. La réalité est que les postes bilingues ne causent généralement pas plus d'enjeux ou de difficultés que de grandes réorganisations de tâches ou le remplacement d'un poste de préposé par un poste de professionnel. Ils peuvent s'inscrire dans les normes des conventions collectives, mais d'où l'importance d'une politique sur les ressources humaines comme au Manitoba. Mais lorsqu'une organisation agit de bonne foi, est transparente et communique bien, la désignation et la dotation de postes bilingues est possible si les postes reposent sur des besoins réels de la population. Les enjeux ou les anecdotes que vous allez souvent entendre sont liés la plupart du temps à un individu, une personne non bilingue, ayant plus d'ancienneté, qui n'a pu obtenir un poste convoité. Mais les postes bilingues sont tout à fait possibles dans le cadre des conventions collectives. Je vous suggère aussi d'aller lire l'argumentaire pour les services de santé, des services de soins de santé en français du Manitoba. Cet élément est aussi abordé.
Alors, le recrutement des ressources humaines bilingues nécessite une approche adaptée. Premièrement, une attitude d'attraction plutôt que de sélection. Comme il y a moins de candidats, c'est sûr que on n'est pas dans un processus de choisir parmi une vingtaine, mais plutôt d'aller chercher les deux, trois qui existent pour pouvoir en retenir un de ceux-là. Le candidat doit posséder des qualifications professionnelles et personnelles requises pour le poste, mais il doit aussi posséder une compétence additionnelle, le bilinguisme. Alors, les organisations qui ont du succès sont souvent celles qui mettent sur un pied d'égalité les compétences cliniques et les compétences linguistiques et qui considèrent que les deux niveaux sont essentiels pour leur poste. Il faut aussi que dans le processus de recrutement, il y ait une importance explicite, claire, donnée aux critères de compétences linguistiques. Il n'est pas rare que les postes bilingues non comblés ou sont comblés par des personnes qui n'ont pas les compétences linguistiques en français parce que ce n'était pas suffisamment clair et le bassin de candidats pour ce poste-là ne rencontrait pas tout à fait ce que le gestionnaire pouvait désirer. Comme gestionnaire, je l'ai vécu à de nombreuses reprises. Il faut souvent argumenter, négocier et même se battre pour pouvoir placer telle ou telle exigence pour un poste donné dans nos échanges avec les ressources humaines. Alors, il faut avoir une attitude là très claire dès le début pour pouvoir qu'à la fin du processus, on a les candidats dont on a besoin. Et finalement, il doit y avoir un accent sur l'image positive des emplois bilingues et sur le soutien qui va être offert aux candidats pour maintenir ou même développer encore plus leur niveau de bilinguisme. Alors, tous ces éléments-là sont extrêmement importants dans le processus de recrutement du personnel bilingue. Maintenant, les professionnels de la santé, tout comme francophones, bilingues, tout comme leurs collègues anglophones, sont avant tout à la recherche de postes stimulants qui répondent à leurs aspirations professionnelles. On est une infirmière avant d'être une infirmière bilingue ou une infirmière francophone. Le bilinguisme est une compétence additionnelle qu'ils voudraient pouvoir utiliser. Ils aiment savoir que cette compétence est valorisée, mais ils sont avant tout à la recherche d'un défi professionnel à la mesure de leurs études ou de leurs expériences. Alors, il y a 4 groupes de facteurs principaux qui ont de l'impact. Et pour qu'une organisation puisse recruter, il faut qu'elle se démarque dans au moins un ou deux de ceux-là, parce que sinon, ça devient très difficile. Quand on va parler de la réputation de l'employeur, on est dans un domaine professionnel. Alors, le rayonnement, le soutien à la pratique professionnelle, s'il y a des liens avec les milieux universitaires, d'enseignement, de recherche, ça, c'est toujours gagnant pour un professionnel de la santé, surtout un jeune professionnel qui veut développer sa carrière. Deuxième groupe, c'est les conditions de travail, flexibilité, horaire, vacances, congés. Quand on parle d'horaire, est-ce que je vais travailler une fin de semaine sur 2, une fin de semaine sur 3, une fin de semaine sur 4? Ça fait une grosse différence. Est-ce que je vais avoir une certaine autonomie professionnelle ou où il y en a très peu dans cet endroit-là? On aime beaucoup de plus en plus travailler en équipe interdisciplinaire. Est-ce que la charge de travail va être adéquate et est-ce que je vais avoir des possibilités d'avancement? Dans le cas des employés bilingues, ce qui a souvent été amené par des professionnels de la santé en place comme enjeu, c'était souvent les congés. Je suis la seule bilingue, j'ai de la difficulté à prendre mes congés. J'ai une charge de travail qui est trop lourde. Finalement, j'ai pas beaucoup d'avancement. Alors, je pense il faut travailler sur ces éléments-là parce que ce sont souvent des barrières. Il y a le groupe de qualité vie de travail, proximité, transport en commun, garderie, est-ce qu'on est près de la communauté, est-ce que je vais avoir une garderie francophone près de chez moi? Ça, c'est important pour des professionnels. Et finalement, le salaire et les avantages, est-ce que le salaire est concurrentiel?
les avantages sociaux sont bons. Souvent, ce sont quand même assez standards à l'intérieur d'une province. On va parler souvent de prime au bilinguisme. Les avis sont partagés sur cet aspect-là. Certains endroits qui ont de très bonnes pratiques n'en donnent pas, d'autres en donnent. Quelques-uns vont donner une prime temporaire, pas temporaire, mais initiale, c'est-à-dire au recrutement, on donne un échelon salarial de plus. Ça, c'est souvent très apprécié des nouveaux professionnels. Alors, si on est en plus une profession qui est en pénurie, ben, la compétition est encore plus forte et les candidats vont exercer leur pouvoir de façon encore plus serrée. Alors, je pense qu'il faut en tenir compte quand on veut attirer les professionnels bilingues. Nous venons de parler des facteurs d'attraction génériques, mais quels sont les facteurs d'attraction pour les postes bilingues? Il existe quelques facteurs d'attraction pour les postes bilingues. Le premier serait la valorisation du rôle par l'organisation. Est-ce que l'organisation met de l'avant les enjeux de communication et met de l'avant que les postes bilingues sont importants pour elle? Je pense que ce serait un des premiers facteurs. Le deuxième facteur est vraiment l'accès de l'outillage et à du soutien pour les professionnels de la santé. Il est important de leur dire qu'ils ne seront pas laissés seuls. On va vous aider à être suffisamment bilingue, à avoir des outils, à maintenir vos compétences. Il y a aussi la reconnaissance formelle, financière ou autre de la compétence linguistique. On parle ici de primes, d'échelle salariale, d'ajout d'échelle salariale ou de tout autre facteur qu'on voudrait proposer. Finalement, il y a la contribution à l'amélioration des communications et à la réduction des barrières linguistiques. Surtout lorsqu'on s'adresse à des professionnels de la santé, ce sont des facteurs qui résonnent chez eux. Et puis moi, j'aime toujours mettre de l'avant ce petit diagramme-là qui, je pense, résume très bien l'impact. Une communication efficace amène une meilleure satisfaction du client. Un client satisfait qui comprend bien ce dont on vient de lui parler va avoir de meilleures chances de suivre le traitement qu'on va lui proposer. Et comme c'est un traitement qui a été proposé compte tenu de sa condition, ses chances d'amélioration de la santé sont beaucoup plus grandes. Alors, je pense que tout ça sont, sont des facteurs importants qu'une organisation peut mettre de l'avant lorsqu'elle recrute du personnel bilingue. Alors, en résumé, connaître les besoins assure la légitimité des postes bilingues. Planifier le recrutement augmente le taux de réussite ainsi que la rétention du personnel. La désignation de postes bilingues demeure un excellent outil pour assurer la pérennité des postes. Les compétences cliniques et linguistiques, les deux sont essentielles pour offrir des services en français de qualité et sécuritaires. Alors, le recrutement, étape par étape. L'encadrement du processus de recrutement et de sélection est essentiel pour présenter une image adéquate et juste aux candidats recrutés. Nous sommes vraiment dans le champ de compétences du service des ressources humaines et le service des ressources humaines est sous haute tension car il doit répondre aux attentes des gestionnaires en matière d'efficacité du recrutement et de qualité des candidats. Alors, les prochaines diapos visent à proposer des idées, des approches pour aider le service des ressources humaines dans sa responsabilité de trouver du personnel bilingue. Alors, première chose, le profil du poste bilingue. Le profil va être déterminé à partir des besoins du poste. Alors, en premier, on va définir le profil clinique ou administratif du poste. Par la suite, déterminer à l'avance le profil et les niveaux de compétences linguistiques requises. On a parlé de parler, comprendre, lire, écrire, et on a parlé à un niveau débutant, intermédiaire, avancé. Il faut indiquer clairement la nature bilingue dans la description du poste et dans l'affichage. Et puis,
encore mieux, décider à l'avance quel poids aura le bilinguisme dans le choix des candidats. Vous vous souvenez qu'on a fait, il y a des outils qu'on vous a présentés au module 2, par exemple l'algorithme pour aider à établir le profil du poste. Il y a tous les travaux faits autour de la désignation, mais rien de mieux que regarder à partir d'une réalité. Alors, voici un exemple, un exemple de profil de poste. En fait, je me suis promenée un peu sur les sites web d'endroits où je savais qu'il y avait des services bilingues. Alors, ce profil-là est extrait ou était extrait du site web de l'hôpital Montfort. Le libellé est important car il envoie un message au candidat à l'interne et ou à l'externe selon l'affichage. Alors, vous allez voir qu'ordinairement, le service des ressources humaines préfère avoir le plus grand bassin de candidats possible. Donc, le service des ressources humaines va tenter de ne pas être trop restrictif dans l'affichage pour avoir le plus grand nombre de personnes. Par contre, le gestionnaire désire trouver le candidat idéal et il préfère être plus précis. Alors, il va y avoir un arbitrage qui va se faire entre les deux visions. Puis, souvent, le gestionnaire, tel que j'ai mentionné précédemment, doit défendre son besoin d'un professionnel bilingue, mais on sait que c'est plus difficile pour les ressources humaines que d'en trouver un unilingue. Quand on regarde le profil que je suis allée chercher, ce qui est intéressant dans ce profil-là, c'est qu'on voit dans la première partie, dans la partie du haut, on va mettre les exigences cliniques. On va même aller un peu plus loin. On va préciser comment on va évaluer les exigences cliniques. C'est qu'en premier lieu, va avoir plus de poids quelqu'un avec 1 an d'expérience en santé mentale. Deuxième lieu, avec 3 mois d'expérience, et ainsi de suite. Dans la partie du bas, on met les compétences clés. Alors, dans le cas de ce poste, maîtriser la langue française et anglaise, à l'oral et à l'écrit. Alors, c'est les 2 compétences de communication qu'on cherche à un niveau intermédiaire. Alors, lorsqu'on voit ce poste, on peut voir à la fois l'aspect clinique, l'aspect linguistique. Ce que là, on ne voit pas dans l'affichage, c'est comment la partie du haut va s'évaluer par rapport à la partie du bas. Mais c'est un hôpital bilingue, alors on sait qu'à cet endroit-là, le critère de bilinguisme devrait être respecté. Maintenant, il y a plusieurs approches de recrutement. Ces approches sont couramment utilisées pour attirer des candidats dans des domaines où il y a pénurie, en région rurale, en région éloignée. Toutes ces approches peuvent être utilisées pour les employés bilingues en contexte minoritaire. On avait dit tantôt qu'il fallait se démarquer pour attirer les candidats bilingues. Alors, on va faire le tour de ces approches. La première, c'est recrutement par affinité. Ce que ça veut dire, c'est recruter au sein de la communauté francophone ou acadienne, former et faire en sorte que les professionnels formés retournent travailler dans leur milieu d'origine. Alors, c'est un peu l'approche du CNFS qui a basé sa vision sur cet aspect-là de prendre les candidats dans les communautés francophones, mais avec l'intention qu'elles retournent travailler dans les communautés francophones. Alors, c'est ce qu'on appelle recrutement par affinité. La deuxième approche, c'est le recrutement par incitatif économique. C'est offrir des primes aux postes bilingues, des primes au recrutement ou tout autre avantage financier relié au recrutement. Ça peut être des primes à l'intérieur de l'établissement où on va dire recommander un candidat, c'est payant. Ça peut être des jours de congé, ça peut être une semaine de vacances ou un échelon salarial. Alors là, il y a différentes façons. Et on va voir ça utilisé de façon courante. C'est une façon de faire. C'est pas la seule. Il y a aussi le recrutement par caractéristique de la pratique professionnelle. Cette approche-là fait en sorte qu'on va offrir des avantages, tels le dossier électronique, de l'équipement, de la vidéoconférence, en lien direct avec la profession dans laquelle on recrute. Alors,
Ça aussi, on mentionnait tout à l'heure, le professionnel bilingue est avant tout un professionnel. Alors, si on lui offre un poste où il va avoir peut-être la possibilité de faire de l'enseignement, faire de la recherche, d'être en lien avec des techniques les plus récentes, ça fonctionne beaucoup comme approche. C'est une approche très porteuse. Il y a aussi le recrutement par entente contractuelle. Dans ce cas-là, on va offrir une bourse, un montant d'argent ou une bourse en échange d'un temps déterminé de travail du professionnel dans le milieu qui lui a offert cet avantage-là. L'idée, c'est effectivement d'avoir quelqu'un qui va peut-être travailler 1 an ou 2 pour nous, mais c'est surtout se dire s'il a travaillé 1 an ou 2 pour nous, les chances qu'il reste à long terme sont beaucoup supérieures. Et finalement, ça aussi, c'est une approche qui est très utilisée, c'est les emplois d'été pour les futurs professionnels bilingues. Alors, on offre des emplois d'été, même s'ils ne font pas le stage, ils viennent passer 2 mois, 3 mois, même quelquefois, on va le voir pour les infirmières, ils peuvent avoir un emploi de fin de semaine ou un emploi à temps partiel durant leur année d'études. Et à la fin de leurs études, les chances ou les possibilités de recruter ces candidats-là sont effectivement très bonnes. Et puis, je peux vous le dire, pour avoir été dans des milieux où on le fait, ça fonctionne, ça fonctionne. Alors, la section suivante, c'est l'annonce. Cherchez les candidats où ils se trouvent. Premièrement, il faut publier l'annonce dans les 2 langues. Souvent, on va entendre des organisations anglophones, oh, j'ai mis une annonce dans le journal francophone local. Ben, les professionnels bilingues, souvent, vont lire les journaux dans les 2 langues, vont aller chercher leurs informations à plus d'un endroit. Et c'est souvent une façon qui est recommandée, c'est mettre une phrase en français dans une annonce en anglais. Ça capte l'attention. L'idée, c'est ça, c'est de capter l'attention, de se démarquer. Publier l'annonce sur le site web de l'organisme, c'est aussi une excellente façon. Ce qui est encore mieux, c'est que cette annonce-là ne soit pas complètement cachée dans la liste des emplois disponibles. C'est intéressant qu'il y aurait sur une page d'ouverture, nous recrutons des professionnels bilingues, voire section des emplois. Alors, c'est une façon de faire ressortir. C'est sûr qu'aujourd'hui, on fonctionne beaucoup par les sites spécialisés, les médias sociaux, les réseaux de contacts professionnels, les réseaux universitaires, bouche à oreille. Ce sont toutes des façons d'aller chercher de façon beaucoup plus efficace la perle rare qu'on tente de dénicher au milieu de l'ensemble des candidats unilingues. On peut aussi consulter les organismes communautaires francophones de la région. Et le site web du réseau Santé en français peut aussi être une bonne place s'il offre ce service. Mais je pense que c'est important d'avoir la plus grande visibilité et puis de faire en sorte que on ne se limite pas aux endroits où on trouve les candidats unilingues anglophones, mais il faut élargir le champ de recherche. Alors, voici un autre affichage. Celui-là est au centre de santé Saint-Boniface. Puis je pense que c'est un bel exemple parce que cet affichage-là a utilisé certaines des pratiques de recrutement dont on parlait tout à l'heure. Dans le fond, premièrement, on fait ressortir excellente chance de vous épanouir professionnellement. On fait affaire au sentiment, un environnement francophone chaleureux, autonomie, créativité, innovation. Mais dans la partie du bas, vous allez voir qu'on va parler de recrutement par caractéristique de la pratique professionnelle. On va vous dire aucun frais de bureau, aucun travail en salle d'urgence, accès à un psychiatre pour des consultations hebdomadaires. Moi, je suis médecin, j'ai accès à un psychiatre, c'est très intéressant. Je sais que mes patients vont être vus rapidement. On va aussi donner des incitatifs financiers.
paiement à l'acte pour les heures supplémentaires. Ils vont avoir des dossiers électroniques avec soutien technique et formation rémunérée. Dans ce cas-là, bilinguisme français-anglais exigé. Alors, vous voyez, les affichages, sont des beaux outils pour voir de quelle façon on applique un peu les théories que l'on est en train de regarder ensemble. Alors, il y a d'autres bonnes pratiques, il y a plusieurs outils, tout particulièrement qui ont été développés en Ontario, compte tenu du contexte législatif et réglementaire des services en français. Vous allez voir, il y a plusieurs éléments clés. Ce sont des outils qui sont disponibles en français et en anglais. Ils pourraient potentiellement, si vous en aimez le format, être adaptés à votre province. Alors, il ne faut pas refaire ce qui est fait. Moi, je pense que ça vaut la peine d'aller les regarder si vous en êtes à cette étape. Maintenant, on arrive à la sélection des candidats. C'est deux étapes clés. Il va y avoir l'entrevue de sélection et l'évaluation des compétences linguistiques. Souvent, j'aime ça m'amuser à un moment donné. C'est sûr que la sélection, c'est on va aller trouver le mieux, c'est positif. Puis l'évaluation des compétences linguistiques, c'est pas si épeurant que l'image semble vouloir le dire. Alors, l'entrevue de sélection, bien, premièrement, quand on arrive à l'entrevue de sélection, il y a déjà eu une question d'autodéclaration des compétences linguistiques qui a été préalable, soit dans le CV, soit dans les formulaires de recrutement. Idéalement, on met en place un comité de sélection bilingue pouvant poser des questions en français et en anglais. Le fait qu'il y ait quelqu'un qui parle le français, ça envoie un message très clair et très fort aux candidats que le bilinguisme est important pour l'organisme. Si ce n'est pas le cas, il va falloir faire ressortir l'importance du bilinguisme pour l'organisation et le soutien qui va être offert. Les réseaux peuvent vraiment contribuer à recommander des gens, à participer, à trouver des candidats pour participer, pas des candidats, des personnes bilingues. Souvent, ça peut être des retraités, ça peut être des professionnels en cours d'emploi qui sont intéressés à contribuer à ces processus-là. Alors, mais reste que s'il y a une personne qui parle, il n'y a rien de mieux qu'avoir une personne qui parle français durant l'entrevue. L'évaluation formelle des compétences linguistiques se fait lorsque le candidat a été retenu. Il faut déterminer à l'avance le mécanisme et les outils d'évaluation des compétences qui seront utilisés. Le processus peut être fait à l'interne par une personne qualifiée avec un certain protocole ou par une firme spécialisée à l'externe. Dans les deux cas, il est recommandé d'utiliser un outil normalisé afin d'assurer l'équité et la rigueur pour les candidats, mais aussi d'assurer la qualité des services qui en découlera. Alors, on peut pas, c'est pas une bonne pratique de faire d'une façon simple avec un candidat puis d'avoir un outil compliqué avec un autre candidat. Vous savez, les gens, les professionnels finissent par se parler entre eux. Et si les outils ne sont pas adéquats, bon, on va penser qu'on a un candidat qui est bilingue, alors que ce candidat-là ne l'est pas. Et on a déjà mentionné qu'à la fois le personnel des ressources humaines, mais souvent aussi les gestionnaires, n'ont aucune compétence pour vraiment vérifier si le candidat est vraiment bilingue. Alors, c'est important d'avoir de bons outils. C'est aussi à cette étape qu'on peut faire ressortir les possibilités de formation linguistique et de soutien à l'amélioration et au maintien des compétences dans les deux langues. Je vous invite à écouter le témoignage du Collège Boréal qui a fait l'évaluation des compétences linguistiques en contexte minoritaire. Alors, le collège est fournisseur officiel du ministère des services gouvernementaux et des services aux consommateurs depuis plus d'une dizaine d'années pour assurer les évaluations linguistiques. Alors, qu'est-ce que c'est les évaluations linguistiques? C'est une procédure standardisée pour l'évaluation globale des compétences écrites et verbales basées sur des critères établis par le gouvernement de l'Ontario. Nous offrons un service rapide et efficace pour les employeurs et nous offrons une promesse de résultats
en général sous 48 heures. Donc, c'est un service très rapide qu'on offre aux employeurs. Pour chaque évaluation, on délivre un certificat en fonction du niveau attribué et un rapport d'évaluation aux responsables des ressources humaines. Donc, qui fait appel à nous? Principalement des ministères, mais aussi des employeurs privés, pour plusieurs types de candidats, des personnes qui veulent évoluer en interne, donc qui postulent pour un poste dont la nécessité est d'avoir des compétences verbales et ou écrites bilingues, mais aussi des candidats externes, donc qui ont postulé à un poste, mais qui doivent certifier d'un certain niveau en langue française. Donc pour le test écrit, il y a 3 niveaux d'excellence basés sur les critères établis par le gouvernement de l'Ontario. Il y a le niveau intermédiaire, le niveau avancé et le niveau supérieur. Donc ce qu'on va évaluer, on ne va pas évaluer l'accent des gens, on n'est pas ici pour juger l'accent, mais vraiment pour évaluer les compétences en orthographe, vocabulaire, grammaire, syntaxe, et puis la précision. Donc, si le niveau de langue est toujours adapté à l'interlocuteur. On sait qu'il y a des bassins d'emploi en Ontario avec des spécificités locales pour la langue française. Et donc, on communique bien avec les employeurs pour comprendre ces spécificités-là et pour s'adapter dans le contenu de notre test. Alors, en résumé, le recrutement des candidats bilingues, on a résumé les étapes. Premièrement, quelqu'un qui est déjà en place ou un candidat externe va appliquer sur un poste désigné et on va faire une autodéclaration soit sur un formulaire d'emploi ou dans un CV. Cette information-là peut être gardée en banque pour créer pour des besoins futurs ou pour essayer de connaître un peu le potentiel de bilinguisme. Par la suite, revue des candidatures en tenant compte des exigences linguistiques, processus de sélection, entrevue préférablement bilingue et avec une première évaluation des compétences suivie d'un test de compétences normalisé lorsque le candidat est formellement retenu et la nomination dans un poste désigné bilingue. Si un candidat n'atteint pas le niveau de bilinguisme requis, certaines organisations pourraient lui faire une offre conditionnelle à la réussite d'une formation et d'accepter de passer un test de compétences linguistiques à une autre étape. Là, mais ces situations-là, il faut qu'il y ait vraiment un suivi très précis et qu'on soit bien clair parce qu'il est très rare qu'un professionnel déjà en place, même s'il a reçu un poste avec conditions, perde son poste s'il n'atteint pas les niveaux de bilinguisme. Et ça, c'est un enjeu important. Alors, je pense qu'il faut être très conscient si on décide de procéder de la sorte parce que le risque est qu'on se retrouve avec des employés non bilingues dans des postes bilingues et ça retarde l'accessibilité linguistique automatiquement. Alors, on arrive maintenant à notre dernière section. On va parler de la trousse de recrutement, qui est un excellent outil de sensibilisation aux opportunités d'emploi bilingues dans le domaine de la santé et des services sociaux. C'est dans le fond, un outil qui est complémentaire. L'élaboration d'une trousse de recrutement à l'intention des candidats bilingues est vraiment une bonne pratique mise en place dans plusieurs milieux. Elle permet de mettre en évidence les avantages à travailler dans un environnement bilingue. Elle fournit des éléments d'information pratique sur les services locaux en français et autres dans la localité. On a parlé de qualité de vie au travail, qualité de vie dans la communauté. Elle facilite l'intégration, vise à aider à faciliter l'intégration dans la communauté locale, sert d'outil de promotion et d'attraction pour une organisation de santé qui souhaite recruter encore plus de ressources humaines bilingues. En fait, bilingue, c'est gagnant. Cependant, il est rare qu'une organisation de santé va investir des fonds pour créer une trousse de recrutement spécifique au personnel bilingue. Elle pourrait cependant être ouverte
à inclure quelque chose sur l'importance des services bilingues et des postes bilingues dans une trousse plus générique. Elle pourrait être ouverte à mettre quelque chose sur son site web. Aussi, un réseau pourrait développer une trousse générique pour attirer les professionnels et l'organisation de santé locale pourrait accepter d'en faire la promotion en complément à ses efforts de recrutement pour des postes bilingues. La trousse peut être montée en collaboration entre la communauté et l'organisation de santé. Alors, une bonne pratique, un bon exemple est la trousse de recrutement pour les fournisseurs de services bilingues du réseau Santé en français de l'île du Prince-Édouard. Je vous invite à aller la consulter. C'est vraiment, elle est bien faite, elle est simple, puis elle vise d'attirer. Alors, en résumé, le recrutement des ressources humaines bilingues en contexte minoritaire nécessite des approches promotionnelles adaptées pour attirer les candidats bilingues, les perles rares. Les exigences linguistiques doivent être clairement définies et les compétences évaluées à l'aide d'outils d'approche normalisée. La trousse de recrutement demeure un bon outil pour promouvoir le recrutement des postes bilingues. Alors, le facteur clé de cette étape est adapter les pratiques de recrutement et évaluer les compétences langagières dans les deux langues. Je vous rappelle aussi l'existence de la fiche conseils et bonnes pratiques. J'en profite pour remercier les personnes et organisations qui ont accepté de nous faire des témoignages et je vous invite au prochain webinaire Accueillir et intégrer les ressources humaines bilingues. Alors, je vous remercie beaucoup de votre attention et à la prochaine.